a vécu sur les années 2020 et on vit encore ce problème de Covid qui nous a envahi dans tout le monde et qui nous a créé un peu de soucis dans le suivi. Et donc, il y a eu des données dans la littérature qui nous laissaient croire que peut-être certains patients, quand vont développer une infection Covid, vont avoir des formes plus sévères de Covid parce qu'ils ont cette pathologie mastocytaire. Et notamment pour la pathologie mastocytaire clonale, on a pensé cela. Qu'est-ce que c'est la pathologie mastocytaire clonale? Mais c'est la mastocytose, notamment la mastocytose systémique qui a la mutation D816V+, ou l'expression de CD2, CD25, CD30 sur les mastocytes, mais également le syndrome d'activation mastocytaire clonale qui a les mêmes caractéristiques, soit la mutation KIT, soit cette expression de CD2, CD25, CD30 positive sur les mastocytes. Donc, finalement, les pathologies mastocytaires clonales sont caractérisées par une accumulation ou une activation anormale des mastocytes qui elles-mêmes sont biologiquement ou phénotypiques anormaux. Le coronavirus 19, c'est cette maladie qu'on a largement entendu parler, en laquelle on est infecté par cette Covid, cet virus, qui va qui va induire un risque de développer un syndrome respiratoire aigu sévère. Les données qu'on connaissait sur des mastocytes nous pouvaient laisser croire que les patients atteints de ces pathologies mastocytaires clonales vont être plus au risque de développer ces formes sévères d'infection Covid que la population générale. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, les mastocytes, par les substances qui vont sécréter, vont orienter notre système immunitaire plutôt vers une réponse immunitaire adaptative de type TLR2. Et on sait que dans la défense immunitaire des virus, on a plutôt d'une réponse de type TLR1. Et donc, on a dit, mais chez les patients avec une pathologie clonale mastocytaire, on va avoir cette balance immunitaire perturbée qui va l'exposer à plus de risques. Et c'est à partir de là qu'on a essayé d'analyser les données, mais c'est un travail qui a été monté déjà courant 2020 pour essayer de comprendre si les patients atteints de pathologie mastocytaire clonale sont plus à risque de développer cette forme de maladie COVID-19. Donc, il a été envoyé, peut-être cette diapositive est plus parlante, il a été envoyé des questionnaires chez des patients qui étaient notés dans les bases de données des pathologies clonales, des questionnaires concernant la présence de la pathologie COVID, de COVID-19. Et en même temps, parmi les patients qu'on a reçus dans les consultations, mais une fois que le foyer forte au début a été surélevé et qu'on voyait les patients en consulte en présentiel, on les faisait des questionnaires autour de Covid, s'il était positif, comment ça a été diagnostiqué Covid, comment ça s'est passé la maladie, pour qu'on puisse avoir le plus de données. C'est que ça a fait qu'on est arrivé à avoir des données pour 32 patients qui avaient la pathologie mastocytaire clonale et une infection Covid qui a eu lieu. Et donc, il a été effectué des analyses un peu plus poussées pour 21 patients de ces 32 pour comprendre un peu ce qui se passe. Grossièrement, parmi ces 32 patients, on avait une prédisposition légère des femmes parce qu'on avait 59% des femmes.
Et vous voyez sur la diapositive à droite la répartition un peu des patients et comme vous pouvez regarder, il y a une prédominance de formes de mastocytose systémique indolente parce qu'il y avait 47% de patients qui avaient cette entité et qui avaient développé l'infection COVID. On avait des données un peu concrètes parce qu'il y avait 31,3% de patients qui avaient un antécédent de choc anaphylactique. On avait une médiane de lactase qui était autour de 13 microgrammes par litre. Et parmi ces 32 patients, il y avait des patients qui avaient déjà des facteurs de risque indépendants qui ont été notés, des facteurs de risque de développer une forme sévère de COVID. Et donc, on avait des patients on était à 13 patients de 32, donc 40,6% qui avaient un facteur de risque de COVID indépendamment de la pathologie mastocytaire et 8 patients qui avaient 2 facteurs de risque. Les facteurs de risque, vous les voyez notés, c'est le fait qu'il avait un surpoids avec un indice de masse corporelle supérieur à 30, qu'il avait un âge supérieur à 65, qu'il avait reçu un traitement immunosuppresseur qui influence l'immunité comme la midostaurine ou la cladribine. La cladribine est beaucoup plus à risque que la midostaurine, ou parce qu'il avait d'autres maladies cardiovasculaires qui ont été notées comme des maladies qui prédisposent à une forme sévère de COVID, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque chronique ou le diabète. En ce qui concerne la thérapie des patients, on avait 71,2, donc 72% des patients qui prenaient des traitements symptomatiques avec des antihistaminiques, anti-H1, anti-H2. On trouvait encore la famotidine ou même la ranitidine sur le marché dans cette période. Et aussi le Montelukast qui est une antileucotrienne. Il y avait un patient qui avait une forme de mastocytose systémique borderline qui recevait la midostaurine et il avait un patient qui avait une forme indolente de la maladie mais qui a reçu récemment de la cladribine qui est vraiment un traitement immunosuppresseur. Pour le diagnostic de COVID, on avait 71,9, donc quasi 72% des patients qui avaient le PCR positif. Et il y avait 9 patients qui n'ont eu qu'une sérologie COVID positive, soit parce qu'ils n'ont pas réalisé le test PCR, soit parce que le test PCR c'était négatif. Donc, comme je vous ai déjà dit, la réponse immunitaire spécifique de COVID qui implique des analyses un peu plus poussées a été réalisée chez 21 patients et on trouvait un nombre élevé de lymphocytes T circulantes qui étaient spécifiques de l'infection COVID de ce virus. Et ces lymphocytes produisaient des taux importants d'interféron alpha et un titre élevé d'anticorps contre le virus COVID. Donc, on peut dire que dans cette pathologie mastocytaire clonale, on a vu une production spontanée, même par la lymphocyte d'interféron en soi. Et cette production d'interféron est corrélée en soi à la valeur basale de tryptase sérique. 68-69% des patients ont eu un syndrome fébrile lors de l'infection COVID et 56% des patients ont eu cette symptomatologie de perte de goût ou perte d'odeur. Juste 2 patients de ces 32 patients qui ont été analysés ont été hospitalisés en raison de COVID
Et absolument aucun patient n'a pas eu besoin de ventilation ou des invasives ou mécaniques parce qu'il n'avait pas de forme sévère de la maladie. Pour tous les patients, on avait une séronégativité de la sérologie COVID après une médiane de 33 semaines, c'est que c'est classique, et aucun patient n'a pas eu de récidive d'infection COVID après la première infection. Il a eu, les patients notaient une variation de symptômes liés à la pathologie mastocytaire clonale dans 65,6% des patients et 34,4% des patients qui ont eu cette variation ont eu soit une aggravation, une augmentation des symptômes, 25%, et il y a eu presque 10% qui a décrit une réduction des symptômes pendant la période d'infection COVID. Donc finalement, les patients qui ont une infection COVID et une pathologie mastocytaire clonale ne sont pas à risque de développer une forme sévère d'infection COVID. Et probablement c'est là, mais cette notion on l'a beaucoup plus tardivement dans les années, c'est parce que il y a cette production d'interférones spontanée par les mastocytes qui finalement va les protéger des formes sévères des infections COVID. Je pense que c'était mon dernière diapositive. Je vais passer la parole à Maëla qui va vous parler d'une nouvelle entité qui est sortie, le COVID long. Et la vaccination COVID qui nous a posé aussi des problèmes. Alors, pourquoi on va parler aujourd'hui aussi du Covid long? Je suis désolée, je suis gelée. Parce que là, récemment, depuis un peu moins d'un an, on reçoit quand même énormément de demandes pour consultation SAMA et Covid long. Du coup, je me suis un peu penchée sur le sujet et je vais vous en dire quelques notions aujourd'hui, sans rentrer vraiment dans le détail quand même. Donc, qu'en est-il SAMA et Covid long? À ce jour, quand on regarde un peu la littérature médicale, il y a très peu d'articles publiés sur ces deux entités. Pour vous dire, depuis ces 3 dernières années, il y a que 5 articles, dont le premier article est de 2022. Donc, dans ce papier, ce qui est supposé, en tout cas, pour le SAMA et Covid long, c'était que ces patients avaient un SAMA qui était non diagnostiqué ou non connu, en tout cas, et que le Covid long a probablement, du coup, favorisé l'expression clinique du SAMA, et donc avec une activation de l'ensemble des symptômes qui ont poussé les patients à consulter de multiples médecins avant d'arriver jusqu'à chez nous. Ça, c'est un papier de octobre 2022, donc un papier un peu plus récent. Donc, bon, ici, il rappelle que le Covid long, c'est les patients qui présentent des symptômes qui persistent pendant des semaines ou voire des mois, associant essoufflement, fatigue, douleurs musculaires, des troubles du sommeil, troubles intellectuels et olfactifs. Dans le Covid long, il y a un examen qui est un peu un examen référent, on va dire, pour le diagnostic, c'est de réaliser des imageries cérébrales où ils mettent en évidence du coup un hypométabolisme cérébral qui est un signe en faveur du Covid long. Et donc ces patients peuvent aussi progresser en association avec un développement du syndrome d'activation mastocytaire qui est donc caractérisé, comme je vous le disais tout à l'heure, par une hyperactivité des mastocytes et une libération inappropriée des médiateurs mastocytaires. Après, la prise en charge, de toute façon, reste la même dans le SAMA avec des traitements qui restent symptomatiques, il n'y a pas de traitement spécifique. Comme je vous le disais tout à l'heure, le diagnostic du SAMA dans le Covid long, c'est les mêmes critères diagnostiques que ce que je vous avais cité. Donc, les symptômes avec au moins une atteinte de 2 organes, une augmentation des médiateurs mastocytaires au bilan biologique et une amélioration avec les traitements symptomatiques. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Il y avait le Sérimast de Necker qui s'intéressait particulièrement au SAMA et Covid long avec donc la mise en place d'un questionnaire qu'on a fait faire chez les patients qui venaient pour ce motif. Donc, il demandait si bien sûr il y avait des symptômes en lien avec le Covid depuis au moins 3 mois.
et ce questionnaire après de symptômes, mais qui restent divers et variés, et des symptômes que l'on voit dans tout sa main. Rien de bien nouveau. On n'a pas encore les résultats de cette étude. Concernant la vaccination Covid, juste quelques mots historiques, entre guillemets, parce que ça fait que 3 ans, voire un peu moins. Donc le début de la vaccination a débuté en décembre 2020 en France, et donc à ce moment-là se posait la question de comment vacciner les patients atteints de pathologies mastocytaires. Pourquoi ? Parce que en Grande-Bretagne, ça a fait la une de beaucoup de journaux avec de risques d'anaphylaxie à la vaccination. Donc, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites. Initialement, il disait qu'il n'y avait pas de contre-indication formelle à la vaccination anti-Covid chez les patients avec mastocytose ou syndrome d'activation mastocytaire et qu'il était conseillé de se rapprocher du coup du centre de référence ou de compétences. Nous, sans vraiment de consignes et de recul sur la vaccination dans cette population de patients, on était un peu tatillons. Il y a eu aussi des recommandations de la Fédération française d'allergologie avec ces histoires de choc anaphylactique en Grande-Bretagne. Et donc, ils rapportaient que la vaccination restait contre-indiquée chez les patients qui avaient une histoire clinique d'allergie vis-à-vis des ingrédients contenus dans le vaccin. En janvier 2021, c'était le professeur Bérard, qui est allergologue à Lyon, qui avait publié des informations pour la prise en charge de la vaccination Covid chez les patients allergiques. Donc, il disait que la fréquence de réactions allergiques sévères au décours d'une vaccination contre la Covid était inférieure à 1 cas pour 100 000, ce qui est aussi vrai dans la population générale pour n'importe quelle vaccination. Il n'y avait aucun décès, en tout cas, suite à une réaction anaphylactique, même sévère chez les patients, ce qui est quand même rassurant. Il disait également que la seule contre-indication au vaccin Covid était l'antécédent d'allergie à un composant du vaccin, et le composant en question, c'est le PEG. Il n'y avait pas d'autres contre-indications à la vaccination systématique à la Covid-19. Et en bleu, il soulignait quand même la seule contre-indication temporaire était donc la maladie appelée mastocytose. Donc on n'était pas beaucoup plus avancé. Donc en janvier, Pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, en janvier 2021, on a pris des précautions chez les patients atteints de mastocytose ou syndrome d'activation mastocytaire et on a décidé de les vacciner en salle de réveil pour une surveillance dédiée. Donc, à Necker, à Toulouse, nous avons commencé à faire ça. Donc, on a commencé avec 9 patients, tous avaient des antécédents d'anaphylaxie. Donc, 8 avec des déclencheurs connus et une avec un vaccin à l'AstraZeneca. Donc, ces patients ont été vaccinés de nouveau chez nous avec le Pfizer ou le Moderna et une surveillance 1 heure après vaccination était préconisée. Ça, c'est les recommandations que vous aviez tous reçues au moment de la campagne de vaccination. Donc, globalement, on conseillait quand même systématiquement de prendre un traitement symptomatique avant la vaccination, 1 heure avant, avec un anti-H1, un anti-H2, voire le monter du casque. En fonction ou non s'il y avait un risque potentiel d'anaphylaxie, une surveillance minimum d'1 demi-heure. Tous les patients étaient initialement vaccinés ici sur l'hôpital avec le centre de vaccination à la Covid et avec une surveillance dédiée. Et un médecin sur place était appelé en cas de problème. Donc, au total, on a vacciné quand même 120 patients dans le milieu hospitalier, donc 45 avec un antécédent de choc anaphylactique, 22 étaient allergiques et 23 de cause inconnue. Globalement, tout s'est très bien passé en dehors d'une patiente pour laquelle j'avais dit tout à l'heure qu'il avait fait une anaphylaxie sévère, mais au vaccin AstraZeneca. Le vaccin Pfizer ou Moderna n'a pas eu d'impact sur les chocs anaphylactiques. Et un cas chez une patiente qui a eu une aggravation des lésions cutanées. Quand je dis aggravation des lésions cutanées, c'est juste une augmentation avec le signe de Darrier, c'est quand on vous frotte et que ça gratte. Donc, à ce jour, ce qu'on recommande, c'est quand même de poursuivre le calendrier vaccinal comme il est recommandé et le vaccin Covid comme dans la population générale. Il n'y a plus d'indication à le réaliser systématiquement dans un milieu hospitalier avec le recul que l'on a maintenant. On préconise toujours cette prémédication avec les anti-H1, anti-H2 et montée du casque en fonction de la population et du risque anaphylactique et une surveillance au cabinet ou en pharmacie entre un quart d'heure et 30 minutes. Merci. Des questions autour de ce sujet, Covid, vaccination.
Est-ce qu'il faut venir vous consulter quand on a eu le Covid et qu'on a du mal à récupérer après le Covid? C'est-à-dire le Covid long. Oui, mais si on ne sait pas. Mais on ne sait pas si c'est le Covid long parce qu'on n'a pas fait d'IRM pour savoir si. Oui, voilà. S'il y a une suspicion de Comment Covid long, il y a quand même des médecins spécialisés dans la prise en charge et le diagnostic. C'est le service de médecine interne, c'est ça? Sur Longueuil, il y a le professeur Saïd, mais la demande doit être faite par votre médecin traitant Et ou autre spécialiste avec une documentation. Et sinon, il y a la clinique Saint-Exupéry. Et moi, je reçois beaucoup de malades du docteur Astin au CHU de Montpellier qui nous adressent des patients. Et ils ont déjà été bilantés et confirmés le Covid. Et qu'est-ce que vous voyez à l'IRM? Quels sont les signes? En fait, il y a un ralentissement de la consommation du sucre. Le sucre est naturellement consommé par notre cerveau pour le faire fonctionner. Et du coup, il en consomme moins. D'accord. Globalement. Ça se voit à l'IRM. Un TEP scanner, c'est un examen d'imagerie spécifique en médecine nucléaire. D'accord. C'est à peu près le seul examen pour le moment qui a montré quelque chose. Un Covid. Ok.